Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Kotlin. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux fonctions lambda et aussi on va voir les infix et les fonctions locales. Tiens, en parlant des fonctions locales, on va commencer tout de suite par ça. Donc qu'est-ce qu'une fonction locale? Eh bien c'est en fait une fonction imbriquée dans une fonction. Donc je peux très bien avoir en Kotlin ceci, une fonction foo, qui va prendre un paramètre a qui sera un int et qui renverra un int. Jusque là, tout à fait normal. Hop. Mais dans cette fonction foo, je vais avoir une fonction bar, voilà, qui prendra elle un argument b, qui sera aussi un int. Oui, c'est une fonction, donc ça commence par le mot-clé fun. Voilà. Et qui retournera A fois B. Ok. Donc ici, on va mettre un int. Voilà. Donc à l'intérieur de ma fonction foo, à laquelle je passerai un argument quand je l'appellerai, j'ai défini une autre fonction qui sera la fonction bar. Donc en fait ici, je ne peux pas accéder directement à la fonction bar depuis l'extérieur. Cette fonction, qu'on appelle fonction locale, eh bien justement, elle restera à l'intérieur de ma fonction foo et on ne pourra pas y accéder. Elle sera en quelque sorte, si elle était dans une classe, elle serait private. Donc depuis l'extérieur, je ne peux pas appeler la fonction foo et depuis la fonction foo, appeler la fonction bar. Donc là, je peux renvoyer bar 10 par exemple. Donc ici ce que je vais faire, je vais appeler je vais faire un println de foo et je vais lui passer 5. Donc ici qu'est-ce qui va se passer quand je vais appeler ma fonction foo? Je vais lui passer 5. Donc lui, à l'intérieur, c'est comme si j'étais dans ma fonction même. D'ailleurs, si on y pense, toutes les fonctions qu'on définit dans la fonction main, c'est des fonctions imbriquées, c'est des fonctions locales. On oublie souvent que main est une fonction, comme une autre. Simplement, elle a la particularité, de par son nom, d'être la fonction du point d'entrée du programme. Mais sinon, ça reste une fonction qui est exactement comme les autres. Donc ici, du coup, voilà, à l'intérieur de cette fonction, je vais définir, donc dans ce bloc de code, en fait, je vais définir une nouvelle fonction. Et après, je vais l'appeler en lui passant la valeur de 10. On notera au passage que les fonctions imbriquées peuvent accéder aux arguments de la fonction mère, entre guillemets. Donc voilà, maintenant si je lance, alors si je lance, qu'est-ce que j'ai? Eh bien voilà, j'ai 50. Donc c'est bien le résultat qu'on attendait. Mais simplement ici, vous voyez, je ne peux pas, depuis, mettons si je faisais foo 5 par exemple, je ne peux pas accéder d'une manière ou d'une autre à la fonction à l'intérieur. C'est pas possible. Elle est là juste... comme tout ce qu'il y a dans le bloc de code, c'est comme s'il y avait un if, comme s'il y avait une boucle. Elle est là juste pour le fonctionnement de ce bloc de code. On ne peut y accéder. Donc voilà pour la fonction locale. Alors on va s'intéresser maintenant au lambda et aux fonctions anonymes. Donc pour ceci, comme la dernière fois, je vais créer une liste. Voici, avec des entiers pour pas s'embêter. Alors, normalement, si on veut faire un map, on va faire println de a.map. Et comme on l'a vu, je vais vouloir multiplier tous ces entiers un par 10. Donc, je vais faire it fois 10. Là, c'était un test précédent. Voilà. Donc ici, j'ai bien
chaque entier qui a été multiplié par 10. Ah. Donc cette notation, je peux la remplacer par une lambda. Alors une lambda, elle va se présenter comme ceci. On l'a vu d'ailleurs dans la notation des fonctions. On va faire x fois 10. Voilà. Donc ici, on va lui dire, pour chaque élément, ici il sera appelé x, mais on peut l'appeler comme on veut, hein, on va renvoyer x fois 10. Voilà, on voit que ça fait exactement la même chose. Donc voilà pour la notation des lambda. Donc en fait, on va lui passer on va prendre un argument et on va lui dire qu'en retour, on attend ceci. Alors pour des traitements courts comme celui-ci, on n'a pas des gros blocs de code à mettre. C'est une notation qui permet d'aller assez rapidement et qui du coup est compréhensible. On lui passe ça et on voit qu'il y a une petite flèche, on obtient ça. Donc c'est relativement simple à lire. Alors imaginons qu'on ait une fonction qu'on va appeler opération. Alors opération va prendre deux arguments, un qui va être un int et un qui va être une fonction. Alors on va appeler cette fonction, on va appeler ça opère. Donc on va noter ça comme ça. Opère sera, donc l'argument nommé opère sera en fait une fonction qui va prendre un int. Je suis en train d'écrire des bêtises. Et qui va renvoyer un autre int. Donc on va faire un bloc de code, voilà. Donc grâce à cette notation, on voit qu'on attend un argument que l'on va appeler opère, hein, qui sera en fait une fonction qui va prendre en paramètre un int et qui va me renvoyer un autre int. Puis après, à l'intérieur, elle fera ce qu'elle veut. Donc un petit peu comme avec les classes abstraites ou les interfaces, où on ne définit pas la fonction, on dit juste il faut une fonction qui s'appellera comme ça. Donc là, c'est pareil, on dit juste, donc on n'impose pas de nom, mais on dit juste que je vais prendre en argument un int et une fonction, et que cette fonction doit impérativement prendre un seul argument, qui sera un int, et renvoyer un argument qui sera aussi un int. Voilà. Et donc, cette fonction là, qui est un peu abstraite, alors à l'intérieur du bloc de code, on va dire, voilà, on va faire opère, comme si on appelait une fonction qui était nommée comme notre argument, opère A. Alors pour ceux qui se demandent, je ne l'ai absolument pas fait exprès. Hein. Opéra, ce n'est pas du tout un mauvais jeu de mots. Je viens de m'en apercevoir. Donc et du coup, ça, le résultat de cette fonction, je vais l'imprimer. Allez. Printline du résultat de la fonction opère sur A. Alors, utilisons notre nouvelle fonction. On va faire opération de 10, par exemple. Donc ici, on va utiliser une lambda. Alors, je serais tenté de faire comme dans mon bloc tout à l'heure. Comme ceci, et x multiplié par 10. Mais on voit que ça me génère une erreur. Donc, dans cette configuration-là, il faut absolument insérer la lambda entre des crochets. Voilà. Comme n'importe quel bloc de code. Donc maintenant, si je lance ça, hop, voilà, j'ai bien le résultat 100. Donc en fait, on a passé ici une fonction et un entier. Et ce qu'il a fait, il a utilisé cette fonction, donc cette fonction prend un argument qu'elle multiplie par 10. Donc il a utilisé cette fonction avec cet argument-là. Donc ici, x, on lui a donné la valeur de 10, et donc il nous a renvoyé 10 fois 10. Donc ça, c'est un comportement très connu de ceux qui font du JavaScript. Les callbacks.
ces fameux callbacks qui ne finissent pas de s'enchaîner, notamment dans des codes en Node.js. Donc où on passe tout un tas d'arguments et on passe une fonction qui sera appelée à la fin du traitement. Donc voilà, là on a utilisé une lambda. Alors, du coup, comme je vous en parlais tout à l'heure, on va utiliser maintenant la même chose, mais avec... Alors, bon, on va mettre 12, hein, ça coûte rien. Alors ce coup-ci, on va utiliser une fonction anonyme. Alors, donc ici, j'aurais pu très bien, en dessous, créer une nouvelle fonction que j'aurais appelée multiplier par 10, par exemple, et qui prenait un argument qui le multipliait par 10. Et je la passais ici. Donc ça fonctionnait très bien. Donc maintenant, si je crée une fonction ici et que je l'appelle une seule fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisqu'il faut savoir que cette fonction, elle restera stockée en mémoire quelque part. Donc c'est quand même pas le comportement le plus efficace. Si je m'en sers une seule fois, j'ai pas besoin qu'elle soit stockée en mémoire tout le long de mon code. Donc c'est pour ça qu'on va passer une fonction anonyme. Alors comme son nom l'indique, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Voilà, tout bêtement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc ici, je vais lui passer x. Et cette fonction va me retourner x fois 10, nous avons dit. Donc voilà. Alors je vois qu'il y a des erreurs. Donc ici, on est obligé, dans le cadre d'une fonction d'anonyme, de préciser les types. Donc voilà, je vais préciser que x sera un int et que j'attends une valeur de retour qui sera un int. Et là, ça fonctionne. Donc là, je ne peux pas laisser le compilateur choisir parce que tout simplement, il n'y arrive pas. Donc je suis obligé de préciser, même si c'est précisé dans ma fonction à la base, je suis ici obligé de préciser dans la fonction que je lui passe que j'attends un int et qu'on retournera un int. Je ne peux pas laisser faire le compilateur, ça ne fonctionnera pas. Donc ok, on est parti. Hop. Donc bah là, sans grande surprise, hein, on s'aperçoit que ici, notre lambda a bien pris cet argument qu'elle a multiplié par 10, et ici, notre fonction anonyme a bien pris cet argument qui a été multiplié par 10. Alors, pourquoi et quand les lambdas et les anonymes? Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que les lambdas, on les utilise, cette notation lambda est utilisée vraiment pour des traitements courts, comme ici, où on va multiplier par 10, ou voilà, des opérations très simples. Et si on veut des choses un peu plus fouillées, on va passer directement par une fonction anonyme, qui est ni plus ni moins qu'une vraie fonction, sauf que, tout simplement, donc elle sera notée exactement comme une fonction, sauf que, une fois utilisée dans le cadre de cet appel de fonction, une fois utilisée dans ce cadre-là, elle sera éjectée du compilateur et on n'entendra plus parler. Donc voilà, on a vu les locales, on a vu les lambda. Alors il y a juste une petite chose que je voudrais vous montrer avant de finir sur ces fonctions. Donc vous avez vu qu'on pouvait ajouter à la volée des méthodes à des classes. C'est ce qu'on appelle les extensions de fonctions. Donc alors ici, on va créer une fonction, donc une méthode en fait, qu'on va accrocher entre guillemets à un int. Donc on va appeler ça multiply by, et puis on va lui passer un argument qui sera un int. Donc ici tout simplement on aura une méthode qui nous servira à multiplier un int par un autre int qu'on lui donnera plus tard. Donc ici on va définir notre fonction. Alors notre fonction elle fera un return du coup de this et non it. Dans le cadre d'une extension de fonction, c'est this qu'on utilise pour représenter l'int sur lequel on va appliquer la méthode.
Donc en fait, on va prendre l'int sur lequel est appliquée cette méthode et on va le multiplier par l'argument A qu'on va lui passer. Quelque chose somme toute très simple. Oui, ici, il faut que je lui dise qu'on va récupérer un int. Donc voilà. Donc on avait vu ce fonctionnement. Donc ici, si je fais un println, hop, de 10 comme tout à l'heure, et que j'appelle, voilà, ma méthode multiply by. Donc ici, il va falloir que je lui passe un argument. Donc on va passer 8, par exemple. Si je lance ceci, voilà. On voit que ma méthode a été accrochée ici. Alors on avait vu par exemple un mot-clé qui s'appelle down to. Pour lorsqu'on a un range, non c'est 2, voilà. On peut faire le range dans l'autre sens, on fait 10 down to 1. Voilà. Et là on a un range qui va aller dans l'autre sens. Mais en fait ce mot-clé n'est pas un mot-clé. Ce mot-clé c'est une méthode comme ceci. On pourrait très bien l'écrire comme ceci. 10 down to 1. C'est exactement la même chose. Donc on pourrait se dire, bah tiens, ici, on voit que cette structure, elle ressemble à celle-ci. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose qui ressemble à ça, avoir juste un mot-clé? Eh bien justement si. Et en plus c'est très simple. Il suffit de rajouter à notre fonction, à notre extension de fonction, il suffit de rajouter le mot-clé infix. Et à ce moment-là, donc là c'est toujours valide, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je fais un println de 12 multiply by, on voit bien que il me le propose. Et on voit bien qu'ici il ne met pas de parenthèse, comme là. Par 2. On voit que on récupère le résultat. Donc tout simplement en ajoutant ce mot-clé infix, ça permet d'avoir un comportement qui se rapproche plus du mot-clé que de la méthode. Donc après j'ai envie de dire c'est du cosmétique. Que ce soit ça ou ça, c'est exactement la même chose. Le fonctionnement est le même, ça ne change rien au fonctionnement. Simplement voilà, on trouvera ça peut-être plus lisible. Maintenant, c'est comme d'habitude, c'est à chacun de voir, à chacun sa convention. Mais à l'œil, ça est peut-être plus joli que ça. Alors c'est vrai qu'on n'est pas là non plus pour faire de la déco, mais on sait qu'on peut créer des mots-clés en quelque sorte directement depuis ce type de méthode. Alors ça ne marche qu'avec les extensions de fonction. Et surtout, ça ne marche que quand il y a deux arguments. Un qui est ici 10, qui est l'argument sur lequel la méthode va être appliquée, et un deuxième argument qu'on lui passe. Là, ça marche. On ne pourrait pas faire ça avec plusieurs arguments. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ces fonctions particulières. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Salut!